vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! C'est 258. J'en sais rien du tout. Cet endroit regorge d'alarmes. Il n'y a pas que la porte, il me faut la combinaison. 7258. La combinaison. Je suis pas assez grand pour avoir le droit de savoir. 7258. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. 7, 2, 5, 8. On attaque la saison 6, où on clôture la saison 5 avec un conte de Noël qui nous ramène une nouvelle fois au même épisode de la saison 1. Un épisode qui nous fait traverser toutes les émotions, que ce soit la colère, la joie, la peine. Un docteur plein d'humour qui s'éclate pendant que Amy et Rory prient pour leur vie. En voilà une drôle de lune de miel, il n'y a qu'à voir leur tenue. On arrête de mater, ok ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode spécial de Noël 2010, le fantôme des Noëls passés, titre original A Christmas Carol, diffusé le 25 décembre 2010, écrit par Steven Moffat et réalisé par Toby Hines. Sur Amazon, il me semble qu'il a un autre nom qui est Un chant de Noël. Voilà. Pour cet épisode, je suis entouré de Bob, Eden et Mireille, côté Néo-Wouviane. Salut. Hello. Eh bien le bonjour. Et de Pierre et Doraline, côté Wouviane. Salut. Hello. Des maths. Est-ce que tout le monde a la forme ? Ouais. Ma foi, ça va plutôt bien. Et toi, Cédric ? Moi, je vais bien. Merci bien. On est parti pour la nouvelle saison. En principe, vous l'avez senti comment cet épisode ? Pour vous, ça clôture la saison 5 ou ça ouvre la saison 6 ? Ça l'ouvre pour moi. Ouais, je suis d'accord, ça l'ouvre. Moi, ça clôture la 5. Pour toi, ça clôture la 5 ? Après, c'est ce qu'a décidé Amazon aussi, en plus. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment hors... tu sais, un peu en dehors des deux, hors du temps. Ah ouais, toi, t'as réussi à le trouver vraiment, entre guillemets, spécial, quoi, du coup, vraiment en dehors de la série ? Ouais. Pierre, tu es le seul à pas avoir donné ton avis. Je le dirai plus tard, mais c'est un épisode que j'ai très peu vu. Je sais pas si ça me manquait, en fait. Ah ouais. Du coup, on va attaquer par votre mot. Et je commence par Eden. J'ai choisi simple pour cette fois-ci, ce sera voyage temporel. Ah, je croyais que tu avais choisi le mot simple. Oui, moi aussi. Non, quand même pas. Et puis avec Doctor Who, rien n'est simple. Mireille. Je triche un petit peu, ce sera agréable passe-temps. Agréable passe-temps. Bob. Je ne peux me résoudre à en choisir un, donc il y en aura plusieurs. Il y aura Scrooge, il y aura Harry Potter, il y aura les animaux fantastiques, le temps, enfin bref. Pourquoi les animaux fantastiques pour le requin ? Ouais, exactement. Non, pas le requin en lui-même, mais la dernière scène où il est dans l'espèce de carrosse tracté par le requin. Ah, ok, ouais. Doraline. Moi, ce sera téléfilm. Et Pierre. J'ai changé il y a 3 minutes, ce sera chant. Chant. Ouais, et je précise C-H-A-N-T. Ah bah oui, pas C-H-A-M-P. Pas C-H-A-M-P. Très bien, et pour se remettre un peu dans l'épisode, on écoute le résumé. Conte de Noël, les retardos, le cœur de pierre et la femme congelée. Il était une fois 7 personnes. Une personne qui adorait Doctor Who, une personne qui n'était pas fan d'Harry Potter, une personne qui voulait toujours se casser de ce podcast, une personne qui avait une liste de séries à regarder long comme le bras, une personne qui était toujours d'accord avec Doraline, une personne qui jugeait la tête des gens et une personne qui attendait que l'argent coule à flot dans sa cagnotte. Toutes ces personnes avaient un point commun. Elles résumaient de manière plus ou moins bancale des épisodes de Doctor Who plus ou moins compris. Et cet épisode ne fera pas exception. Il était une autre fois un vaisseau sur le point de s'écraser sur une planète dirigée par un certain Kazran, un vieil homme froid et sans cœur, traumatisé dans son enfance par un père violent et tout aussi froid. Quand le docteur croisa la route de Kazran pour essayer d'empêcher le crash du vaisseau, il se rendit compte que ce dernier n'avait pas l'intention d'intervenir et que rien ne le ferait changer d'avis.
Le docteur tenta alors de remonter dans l'enfance du Dark Dumbledore pour lui apporter de doux souvenirs dans l'espoir d'en faire un homme meilleur. Lors de ce voyage, ils libérèrent Abigail Pettigrew, d'une sorte de congélateur portant le numéro 8. Après cette fabuleuse rencontre, ils décidèrent de la libérer chaque année pendant 24 heures, la veille de Noël, afin de vivre de belles aventures. La tradition perdura. Abigail et Kazran tombèrent amoureux l'un de l'autre, mais après quelques années d'aventure, Abigail avoua à Kazran que le chiffre inscrit sur sa cellule n'était pas un simple numéro. C'était le compte à rebours menant à sa mort à cause d'une maladie dont elle souffrait. Kazran, qui s'était adouci au contact d'Abigail, prit la décision de rompre la tradition de Noël afin de préserver le peu de vie restant de sa bien-aimée. Avec le temps, il devint comme son père, directif, cupide, assoiffé de pouvoir et sans cœur. À l'approche du crash du vaisseau, le docteur tenta de raisonner et d'éveiller de la compassion chez Kazran, en envoyant Amy et l'équipage du vaisseau sous la forme d'hologramme, mais il resta une gigantesque ordure insensible. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce qu'il se rende compte que le lui enfant observait la scène et était consterné de se voir se comporter comme son père. Après cette brutale prise de conscience, il décida de libérer Abigail une dernière fois pour éviter le crash du vaisseau. Le chant d'Abigail, en synchronisant l'atmosphère, permit au vaisseau d'atterrir paisiblement sur la planète pour sauver les 4000 formes de vie présentes à bord. Kazran et Abigail vécurent heureux et eurent... pas trop en fait. Quant aux Retardos, ils continuèrent encore et encore à discutailler autour de cette fabuleuse série. Ouais, merci Mireille pour ce résumé. Waouh, top. Bravo. Très cool. Il était tout mignon, tout plein. J'ai essayé d'avoir une voix douce et puis en fait là quand tu l'as mis je me suis dit putain on dirait que je suis en dépression quoi, c'est horrible. C'est vrai qu'à un moment j'étais parti sur oh là là il était triste ce résumé mais finalement Ben voilà, je ne sais pas avoir une voix douce, apparemment je sais juste avoir une voix très triste et tire-larme. Très bien. Mais non. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Non. Oh bah non, nickel. Yep. Très bien, et ben je vous écoute pour votre ressenti sur cet épisode et je commence de nouveau par Eden. Eh bien, moi qui partais assez mitigée parce que comme je disais, les épisodes de Noël n'ont pas tendance à être mes épisodes préférés ou mes épisodes marquants. Mais j'étais agréablement surprise par celui-ci, je l'ai trouvé intéressant sous plusieurs aspects. Il m'a fait aussi passer par plusieurs émotions, il m'a fait rigoler, il m'a fait être mise en colère. C'est un peu tout ce que tu disais dans ton introduction. On passe par plusieurs émotions et c'est assez chouette. J'ai bien aimé l'histoire et puis voilà. Franchement, très agréablement surprise, même s'il y a des petits trucs, des incompréhensions au niveau des voyages temporels qui m'ont un peu perturbée, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au fil de l'épisode. Mireille. Un peu comme Eden, je partais pas forcément dans un bon état d'esprit. En tout cas, j'étais pas très enthousiaste parce que les épisodes de Noël généralement me plaisent pas trop. Celui-ci fait exception dans le sens où je l'ai trouvé agréable. Enfin, en vrai, il est cool à regarder. J'ai passé un bon moment, mais c'est pas un épisode marquant. Donc en soi, enfin, j'ai trouvé que 1 heure c'était peut-être un peu long. Pour l'histoire qui a été racontée, mais en même temps, je me suis pas ennuyée du début à la fin, quoi. Ça, c'est parce que tu l'as pas regardé avec moi. Probablement. Hop. Moi, j'ai plutôt bien aimé, sauf la fin que j'ai trouvé un peu gênante. Mais sinon, tout l'épisode, c'était... alors, je peux pas dire que c'était une grande claque, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voyait venir, mais par contre, c'était très sympa à regarder. Doraline. Et ben du coup, comme mon mot le disait, j'ai cru regarder un téléfilm de Noël en fait. Alors ça, c'est pas forcément bon signe, je vous l'accorde, mais c'est un peu le genre de truc où tu regardes et tu te laisses porter sans forcément être transcendé ni t'ennuyer. Donc le docteur m'a beaucoup fait rigoler et honnêtement une chance qu'il était là parce que sinon c'était un peu l'épisode déprime de l'année, mais j'ai quand même pleuré, versé ma petite larme à la fin, donc c'est pas, j'ai
j'ai eu un peu de mal quand même à me mettre dedans, mais au final, ça se regarde et je pense que j'ai moins été à fond dedans que vous, mais ça reste quand même pas un épisode à voir tout le temps non plus, mais à voir au moins une fois, quoi. Pierre. Bah, je vais pas être dans le même mood. Honnêtement, je sais pas trop. J'ai vraiment du mal à savoir ce que j'ai pu ressentir de. J'ai essayé de me rappeler la première fois où j'ai vu l'épisode, mais j'ai eu beaucoup de mal. Je crois que c'est Mireille qui a dit que 1 heure c'était peut-être un peu long. Bah, je pense que comme souvent, ils ont voulu rallonger un peu l'épisode pour faire un épisode spécial, mais au final, c'est pas le cas. Et même si j'ai fait 2 visionnages en une semaine et que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, j'ai vraiment pas pris beaucoup de notes. Je sais pas. Si j'avais dû choisir un autre mot, ça aurait peut-être été indifférent. D'accord. Voilà. Et toi, Cédric, qu'en as-tu pensé ? Alors, moi, c'est bizarre, en fait. Cet épisode-là, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que selon les visionnages, je suis passé un peu par tous vos avis, en fait. Sur les premières fois que j'ai vu l'épisode, je pense que j'ai pas apprécié. Enfin, j'ai pas apprécié plus que ça. J'ai pas été touché plus que ça. Bah, déjà, j'accrochais un peu moins avec Matt Smith au début. Toute l'ère Matt Smith, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup, donc voilà, je pense qu'au début, je l'ai pas forcément apprécié. Bizarrement, là, de l'avoir revu, bah, je me suis fait embarquer par l'épisode. Je l'ai trouvé très prenant, je l'ai trouvé très intéressant. J'ai vraiment aimé. Et je sais pas en fait si c'est que je suis dans une période un peu pas besoin d'un doudou ou d'un truc du genre, je sais pas trop. Mais je sais pas, l'avoir revu, alors je l'ai regardé ce matin en entier parce que j'ai tenté à plusieurs reprises de me le regarder et à chaque fois j'ai été pris par autre chose en plein milieu, donc j'ai dû arrêter. Et du coup, il y a qu'aujourd'hui que j'ai vraiment réussi à le regarder en entier. Mais vraiment, je sais pas si c'est un besoin que j'ai ressenti on va dire m'évader un petit peu, mais je trouve que cet épisode-là, en fait, il a vachement bien fait le job. Donc voilà, je le vois d'un œil un peu plus positif que ce que je pouvais le voir avant. Voilà. Salut les retardos. Je viens donner mon avis. Je vous fais une petite capsule. Concernant l'épisode, j'ai eu un premier bug. J'avais envie de le baffer. Mais what ? Que du positif sur cet épisode, vraiment. J'adore la série Doctor Who. Voilà. Bon enregistrement. Donc j'ai eu quelques petits avis qu'on m'a envoyés sur Instagram. Chaque veille d'enregistrement, en fait, je poste une story sur laquelle je demande à nos followers s'ils ont quelque chose à dire sur les épisodes. Et on a eu quelques retours à ce niveau-là. Et on a eu 2 avis vocaux que je vais vous diffuser. Le premier avis Instagram, c'est Chloé de New Tardis qui nous envoie « Je suis sûr qu'il est vachement bien s'il y a Michael Gambon ». Voilà, bon, elle l'a jamais vu du coup. Pour ceux qui l'ont compris, Chloé de New Tardis forcément découvre avec la nouvelle série, donc elle ne connaît pas l'ancien. Donc forcément, voilà ce qu'elle en pense. Sirenia nous a envoyé Dumbledore en mode ronchon, sinon juste assez triste cet épisode. Il y a Nico. Pas faux. Nico qui a envoyé, donc pareil, de New Tardis, qui a envoyé « Oh my God, mon épisode de Noël préféré ». D'ailleurs, ça l'a tellement hypé qu'il nous a envoyé un vocal que je vais vous faire découvrir tout de suite avant de continuer sur les suivants. Tiens, je viens de voir que vous enregistrez The Christmas Carol demain. Donc voici un enregistrement fait à l'arrache. Pourquoi ? Parce que c'est mon épisode de Noël préféré. Un épisode que j'essaye de revoir tous les ans à Noël. J'aime trop quand Doctor Who fait ça. J'aime trop quand Doctor Who reprend un classique, en l'occurrence de la littérature, et l'adapte à son modèle de Doctor Who. Et presque à chaque fois, ça marche trop bien. C'est ce que faisait beaucoup mon ère préférée des classiques, qui est entre la saison 12 et 14, où ils ont repris des histoires, l'histoire de Frankenstein, l'histoire de... Ils nous spoilent les classiques. Ils sont inspirés de robots d'Asimov, etc., etc. Bref, j'aime trop quand ils font ça. Et Moffat, en plus de ça,
rajoute son style à lui avec et c'est super malin avec tout le truc du fantôme, du passé, du présent, du futur et tu dis ah ouais c'est logique mais c'est Doctor Who à la fois. Bref, pour moi c'est du génie. Merci beaucoup. Merci Nico. Et il a même ajouté par la suite, quand je l'ai remercié pour son avis en vocal, il a ajouté aussi, je viens de penser, mais le docteur inspire Dickens à écrire un chant de Noël dans l'épisode de la saison 1. Et là, dans cet épisode, Dickens inspire le docteur. Voilà. La boucle est bouclée. Est-ce que vous avez des choses à répondre? Tu parles de quel épisode de la saison 1? Bah, à ton avis, l'épisode 3, voyons. Oh, tout ça pour que je balance un bingo déjà. D'ailleurs, t'aurais dû en lancer un pendant mon résumé, enfin après. Ouais, mais normalement, je les lance pas au résumé. J'attendais les avis à partir des avis globaux que je commence. Parce que sinon, dès le bonjour, faut lancer les bingos, là. Et t'aurais même pu lancer celui de Harry Potter grâce à Chloé aussi. Et Michael Gambon. Puisqu'elle a dit Michael Gambon. Et après, dans le deuxième avis, il y a eu Dumbledore. Oui, effectivement. Bon, on va dire à Adèle que quand on met à jour le bingo, il faut faire des conditions générales en dessous. Oui. On va faire un petit jingle pour lancer le bingo. Tu sais, un petit carillon. Hop, dès que vous entendez le carillon, le bingo peut tomber à tout moment. Cédric avec les bingos, c'est le pote à condition générale de Bref. C'est ça, exactement. Vous êtes bien synchro. Oh là là. Bref. Alors, donc, est-ce que vous aviez des choses à répondre à Nico? Oui, moi j'avais une question, c'était de savoir de quelle œuvre est inspiré l'épisode, parce que j'ai pas fait de rapprochement. Bah, le chant de Noël, du coup. The Christmas Carol de Charles Dickens. Un chant de Noël. Ok. J'avais pas du tout la ref. C'est de ça qui a inspiré Drôle de Noël de Scrooge, etc. Enfin, c'est même ça l'histoire, du coup. Ok. Oui. Je suis pas familière avec l'œuvre de Dickens. Mais moi, il me semblait que dans... Alors, je sais que vous avez oublié cet épisode. Enfin, vous n'avez pas oublié son existence, malheureusement pour vous, mais vous avez oublié son oublié contenu. Le contenu. Mais il me semblait même que c'était l'histoire qu'il racontait au moment où il y a la vieille qui s'installe en fait dans la salle. Donc je sais pas, peut-être que je me suis planté, mais moi il me semblait que c'était cette histoire-là qu'il racontait. Alors on continue. Du coup, il y a Desmoulins Cosplay qui nous a aussi envoyé le tout premier épisode que j'ai vu. J'aime beaucoup cet épisode. Alors, du coup, ça m'a inspiré une question. Est-ce que vous trouvez que cet épisode, un peu comme pourrait l'être Blink par exemple, est-ce que cet épisode peut être une bonne carte de visite pour la série Doctor Who? En gros, ce que j'appelle carte de visite, parce que j'utilise le nom un peu tordu comme ça, mais un peu, enfin voilà quoi, montrer ce que peut être Doctor Who sans forcément avoir le background de toute l'histoire derrière. Donc, qui est Rory et qui sont Rory et Amy, qui est le docteur, etc. Est-ce que vous pensez que justement ça peut être une bonne manière de découvrir la série et qui peut donner envie de regarder finalement les autres épisodes ou pas? Alors du coup, c'est peut-être plus difficile pour ceux qui n'ont pas aimé, je sais pas. Je suis assez mitigée parce que d'un côté, je pense que ça peut être un bon épisode à regarder en one shot, mais d'un autre côté, par exemple, je le verrais pas en porte d'entrée pour la série. Et aussi, je me dis, il y a peut-être des éléments dont les personnes qui n'ont pas vu d'autres épisodes vont être un peu perdues. Tu vois, Blink, ça fait moins cet effet-là parce que il y a moins tout ce qui est Tardis, etc. D'évoquer, je trouve. Ouais, mais Blink, par exemple, il peut pas être une porte d'entrée parce que si tu vas dans l'épisode suivant, si t'as pas vu les précédents, c'est pareil. C'est pour ça que je parle vraiment plus d'un épisode, ouais, comme t'as dit, un épisode one shot, mais qui puisse entre guillemets rendre que les gens puissent apprécier et qui puissent donner envie. À la personne qui découvre cet épisode, comme ça a été le cas pour Desmoulins Cosplay, de découvrir le reste de la série finalement. Je pense que ça peut donner envie d'en savoir plus, mais après, je ne saurais pas dire si c'est vraiment un bon épisode pour découvrir.
Je pense que j'aurais plus de facilité à conseiller Blink pour un premier épisode à regarder que celui-là, par exemple. Après, elle a l'avantage de présenter quand même un peu tous les codes de la série, hein. Donc le TARDIS, le compagnon, la compagne, le docteur... Le voyage dans le temps. Le voyage temporel, une petite bébête qui devient énorme d'un seul coup sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, et d'ailleurs on sait même pas d'où ça sort. Quelle bébête qui devient énorme d'un coup? Bah le petit poisson qui devient un énorme requin dégueulasse. Ah non, il devient pas. C'est qu'en fait, c'est lui qui attire... Oui, il se fait bouffer, c'est lui qui attire le requin. Ah mais d'accord. Ah bah j'ai loupé cette séquence. Il a pas regardé l'épisode. Ah si, mais en même temps, ça arrive super vite, hein. Le requin, tu le vois pas arriver, hein. Donc ça m'étonne. Il suffit que tu tournes les yeux à un moment. Parce que moi, du coup, j'ai vu que j'étais persuadé de ça. Dès que je voyais un petit poisson derrière à l'écran, et notamment dans la salle là où il y a toutes les personnes congelées, je me suis dit, mais en fait, à tout moment, ça peut vriller. Et du coup, non. Non, c'est vraiment, en fait, le tournevis Sonic, il attire un petit poisson, et il attire aussi un gros, mais qui bouffe. En fait, comme il bouffe le tournevis Sonic et qu'il y avait le poisson qui était juste à côté, il bouffe les deux, quoi, en fait. Et c'est pour ça que le tournevis Sonic est en deux à la fin. Voilà. Oui, alors d'ailleurs, en parlant de ça, je connais pas le système digestif d'un requin, mais bon, ça me paraît pas crédible que le tournevis il reste pendant 18 ans dans son ventre. Hein. Et puis c'est surtout qu'à un moment donné, quand il ouvre la gueule, tu vois que ça brille vert à l'intérieur du requin, comme si c'était coincé au fond de la gorge, tu sais. Oui, c'est vrai. Pas d'autres avis pour la question que j'ai posée, Mireille? Effectivement, comme vous avez dit, c'est un condensé de plein de choses de Doctor Who, mais en même temps, je trouve que c'est pas représentatif de la série. Enfin, je sais pas comment expliquer mon propos, mais effectivement, on voit un peu tout ce qu'il y a, mais on voit pas... Enfin, les créatures, elles sont quand même vachement secondaires. L'épisode, pour le coup, j'ai trouvé quand même vachement incompréhensible, enfin, notamment l'origine des créatures et tout. Et puis, enfin... toutes les incohérences temporelles, enfin je veux dire, en même temps c'est un condensé de tout ce qu'on peut voir, mais assez imprécis quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. je crois voir. En fait, je sais pas, c'est comme s'ils avaient voulu tout montrer sans forcément faire gaffe à être cohérent avec ce qu'ils montraient, tu vois. Ils ont tout bâclé. C'est un très bon résumé de l'épisode, Mireille. Très bien. Doraline, Pierre, un avis sur le sujet ou... Vu que j'ai pas trop aimé, c'est difficile. Toi, ça t'aurait pas donné envie de découvrir les autres non, moi, ça m'aurait pas donné envie de suivre plus ou de reprendre la série du début. Parce que là où j'aurais eu du mal, c'est alors oui, ça donne peut-être plein de codes et plein d'infos sur comment fonctionne la série. Mais justement, je trouve que ça en donne beaucoup et que si t'as pas forcément les codes, tu peux vite être perdu. Oui. Ok, je vois. Doraline. Je suis, je crois plutôt de l'avis de Bob, qui disait que ça en montrait beaucoup, mais que c'était comme l'épisode est un peu... Non, c'était peut-être Mireille, enfin je sais plus, excusez-moi. Que ça en montrait beaucoup, mais comme l'épisode était un petit peu incompréhensible, c'était difficile. En fait, c'est vrai que quand t'as posé la question, je me suis dit, ouais, au final, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de trucs, il y a beaucoup de références, c'est un épisode un peu magique, donc un peu, pas feel good, mais pas léger non plus, j'arrive pas à trouver les termes, mais donc ça pourrait être un téléfilm de Noël. Voilà, ouais, c'est ça. Ça pourrait être une bonne vitrine pour montrer ce qu'est Doctor Who, mais comme en fait l'histoire est un peu... j'ai pas trop compris, comme d'hab, c'est pas forcément... Je suis partagée. D'accord. On pourra revenir sur tout ce que vous avez pas compris parce que pour le coup, j'ai des questions pour toi, Bob. Ah tant mieux. Ou pas, je sais, bon, peut-être pas. On verra. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir cerné le truc, donc soit je suis complètement à côté de la plaque et je vais m'en rendre compte quand vous poserez vos questions, soit je vois pas. Non, t'es juste plus intelligent que nous. Oh, non, je crois pas. Et donc, un dernier avis. Une dernière réponse sur Instagram de Romiric qui nous disait donc très bel épisode, il m'avait beaucoup ému. Moi franchement je trouve je trouve que c'est un épisode assez émouvant. Mais en vrai, alors il nous reste encore un avis d'auditrice derrière, mais en vrai moi je trouve que c'est sûrement le premier épisode de Noël qui a l'esprit de Noël.
Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez trouvé que jusqu'à maintenant, les épisodes spéciaux donc de Noël de Doctor Who avaient vraiment ce côté Noël? Non, pas du tout. Et je trouve que ce qu'a dit Doraline sur le fait que ça faisait téléfilm de Noël illustre parfaitement ce que t'es en train de dire. Mais du coup, voilà, on est d'accord que les précédents, ils le faisaient jamais. Bah, je crois qu'on s'était fait en plus la réflexion sur plusieurs épisodes de Noël que Il y avait pas en de soi neige. c'est juste c'était juste un épisode normal où ils avaient foutu un sapin, 3 flocons de neige et puis c'était bon, C'est c'était ça. Noël quoi. Limite, t'as même Alors l'impression que là, que le truc, il a été effectivement, tourné en été, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que là vraiment effectivement t'as vraiment l'esprit de Noël qui imprègne tout l'épisode quoi. Ouais, de la magie, je trouve. Oui, c'est ça. Je repense à l'épisode de La mariée de Noël, celui avec Donna, justement, qui doit se marier. Quand on voit le docteur courir en plein Londres, t'as l'impression qu'il fait super beau et tout. Enfin, t'as pas l'impression... On voit les arbres derrière, ils sont au printemps et tout. Arnaque. Incroyable. C'est vrai, il y avait une anecdote à ce sujet-là. Lequel? La mariée de Noël avec Donna, là. Dans la course-poursuite, on voit des arbres à un moment donné dans le fond et tu vois que c'est le printemps, en fait. Arnaque. Voilà. Alors, donc, un dernier avis, et c'est l'avis de Tilly. Coucou, je voulais vous faire mon petit retour sur la vie et l'épisode de Noël. Je trouve que c'est un épisode sympa. Moitié partie avec Amy et Rory dans le vaisseau et l'autre partie avec le docteur et Kazran au fil de sa vie. Je trouve que c'est une belle réinterprétation du conte Les fantômes de Noël. Je trouve ça sympa. Et je voulais aussi dire, j'avais trop envie de poster mon message pour la rétrospective. Il était prêt, hein, mais j'ai juste complètement oublié de l'envoyer. Alors, je vais juste poser une toute petite question. Dans la fin de l'épisode, le dernier épisode, quand le docteur et River sont devant le TARDIS et que le docteur lui demande si elle est mariée et qu'elle dit oui, mais à plusieurs intonations. Vous en avez pensé quoi de cette scène? Voilà. Merci Tilly. Alors, est-ce que vous avez des choses à répondre à Tilly? Donc, du coup... Je suis totalement désolé, mais je me rappelle plus du tout de la scène. J'essaie de réfléchir parce que là, la scène, j'ai du mal à me la remettre. C'est vrai que là, on est en plein... En plus, on discute de l'épisode de Noël, donc forcément, on n'a plus la tête dans le précédent. Je crois que je me souviens de la scène, mais en fait, tout ce qui touche de près ou de loin à River, j'ai toujours peur de répondre. D'accord. Mais en fait, je crois me souvenir que dans la bibliothèque des ombres, elle dit un truc par rapport à son mariage, non ? Je crois pas. Ok, bon, je vais rien dire alors. Non, là, c'est par rapport, oui, à la scène où il y a le docteur qui lui dit « Est-ce que vous êtes marié, River ?» Elle lui dit c'est une demande, et puis je sais plus ce qu'il répond, donc là, il se perd un peu, et puis elle lui dit oui. Et puis après, il lui dit, mais vous avez dit oui parce que... Ou est-ce que vous pensiez que... Et là, elle redit un oui. Et effectivement, après, elle le dit de plusieurs façons un peu bizarres, on va dire. Donc, on ne sait pas si elle l'allume, on ne sait pas si elle est touchée, on ne sait pas trop, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, la scène, on ne l'a plus trop en tête, pour le coup. Très bien. Et ben, du coup, on continue pour les échanges sur cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur lequel vous avez envie de revenir sur cet épisode par rapport à ce que vous en attendiez presque au début, les premières minutes vous inspirez les premières minutes, enfin voilà quoi, un moment où l'épisode a vrillé presque. J'allais juste dire que j'ai passé les premières minutes de l'épisode à me demander où est-ce que j'avais vu Kazran, et du coup j'ai pas retenu grand chose. Ah, t'as mis le temps, hein. J'ai mis du temps à trouver, ouais. C'est vrai que moi, je l'avais pas reconnu non plus. Non, mais il est pas reconnaissable. Enfin, même moi, si je l'avais pas regardé après la liste des acteurs, je l'avais pas percuté du tout. Bob ? C'est exactement ça que j'allais dire. Du coup, ça me rassure que l'avis soit partagé. Au début, je pensais que c'était l'acteur qui joue Chuck dans Better Call Saul, pour ceux qui ont la ref. Et en même temps, je me disais, il ressemble, mais pas trop. Et jusqu'au moment où c'est que dans Amazon, dans le lecteur Amazon, tu vois les acteurs. Et quand j'ai vu Michael Gambon, j'ai dit, bah merde.
Fichtre alors. Qu'est-ce que tu fous là, Dumby? Tu nous avais pas prévenu. Puis en Ah plus, oui, je c'était vois pas la qui même c'est, VF, Jack. alors ça m'a contrarié. Oui, effectivement, c'est pas du tout la même VF. Non, mais je te rassure, même en VO, j'ai pas reconnu sa voix. Hein. Ah ouais? Alors, pour revenir à ta question, Oui. dès les premières minutes, quelque chose m'a choqué, effectivement. J'ai une question. Pourquoi est-ce que Rory est en romain, alors qu'ils sont censés avoir changé de temporalité, donc ne pas se rappeler de ça? Est-ce qu'Amy avait ce fantasme avant, ou... Ah, est-ce que vous avez des réponses? Bah, pour moi, quand ils ont revu le docteur à la scène de la fin, ils se sont tout remémorés. Bah déjà, oui, il y a ça. Vous croyez? Bah oui, de toute façon, oui, puisque c'est pareil, en plus, elle dit il m'a jamais laissé tomber, etc. Donc oui, si. Et puis elle lui dit bien au moment où elle, dans l'épisode précédent, au moment où elle le fait revenir, elle lui dit bien, mais je me souviens de tout maintenant. Enfin voilà. Donc. D'accord. Mais par contre, même si effectivement ils ont changé de temporalité, on peut se demander pourquoi il a cet accoutrement, etc. Souvenez-vous aussi, toujours dans l'épisode précédent, alors du coup c'est peut-être 2 épisodes précédents puisque c'est dans le premier épisode du double, du final, à un moment il y a River qui visite la chambre d'Amy et puis qui tombe sur une photo où justement Rory il est déjà en romain. Puisqu'après elle dit au docteur, oh docteur le centurion. Vous vous souvenez ou Ils pas? en ont fait mention dans les anecdotes, mais je me souvenais pas avoir vu la photo, je pensais que c'était un spoil. Non, Mais ils non, en si, parlaient, on ouais. l'a vu, on le voit dans l'épisode, dans l'avant-dernier épisode de la saison, du coup. Voilà, donc il avait déjà la tenue. Moi, j'aime bien au début, moi, c'est l'arrivée du docteur, avec le petit message sur l'écran et tout. Je trouve l'effet, la scène, je la trouve super sympa, en fait. Quand on voit le TARDIS passer rapidement et tout, et puis le message qui s'affiche, moi, j'aime bien. Ça fait un petit côté super-héros, c'est fun, je trouve. Pourtant, il a pas beaucoup de temps, hein. Mais il prend son temps, il s'éclate bien pendant tout l'épisode, quand même, à passer plein de Noël sympas pendant qu'Amy et Rory ils prient pour leur vie. Voilà. L'avantage de pouvoir voyager dans le temps. C'est vrai. Ouais, il triche un peu, hein, parce qu'il dit même à un moment, il dit à Kazran jeune à demain, à l'année prochaine. Donc il triche, il prend les raccourcis en plus. Bah oui. Bah heureusement, parce que sinon la pauvre Amy, elle s'en sortirait jamais. Hein. Bah oui, mais il pourrait très bien emmener Kazran avec lui, par exemple. Et la Kazran vieux verrait le Kazran jeune? Comme à la fin, du coup. Ouais, alors mais que 2 justement, personnes ne sont pas ça m'a censées choqué. pouvoir se croiser elles-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez novateur, j'ai l'impression, avec ce docteur, qui puisse faire des allers-retours comme ça. On a vu le cas dans... Merde. Ah, c'était dans l'épisode dans le Vincent et final, le quand docteur. il faisait les allers-retours. Attends, c'était dans quel épisode où il faisait les allers-retours? Ouais, dans le final, quand il se donnait le tournevis, etc., et qu'il parlait à Rory, ou qu'il se donnait des trucs, voilà. Quand il se parlait dans l'oreille, il n'y avait pas une scène Avec comme le ça. manipulateur de Vortex. Tout à fait. Ah, c'était le final? Oui, c'était le dernier épisode. Ok, je pensais que c'était plus vieux que ça, mais ok, d'accord. Bah, j'ai l'impression que c'est assez nouveau, en fait, cette façon de faire. On l'a assez peu vu sur les premières saisons. Bah déjà, il y a quelque chose qui est différent par rapport au docteur de David Tennant au niveau des règles, entre guillemets, du docteur. C'est que, par exemple, lui-même le dit, et Amy le redit dans cet épisode-là d'ailleurs, eux, ils ont un peu la philosophie du « le temps peut être réécrit ». D'ailleurs, c'est ce qu'il fait pendant tout l'épisode. Ce que, au contraire, David Tennant refusait de faire, du coup. David Tennant, lui, le docteur de David Tennant, pour lui, c'était tout est un point fixe. En gros, point fixe ne peut pas être modifié. Du coup, comme la philosophie est pas la même, c'est peut-être pour ça que lui a des déplacements, peut-être, on va dire, qu'il prend un peu plus à la légère. Alors, oui, mais du coup, en termes de cohérence, comment est-ce que t'expliques que... Enfin, parce que du coup, le docteur, d'un acteur à l'autre, est censé rester le même personnage. Donc comment... Enfin, certes, il a sa personnalité, ses caractéristiques et tout, mais comment t'expliques que ce soit la même personne qui, d'une saison à l'autre, elle change radicalement de vision des choses, quoi. Ce changement-là, on le perçoit déjà avec David Tennant dans l'épisode avec Mars. Puisque justement, c'est là
où il craque, puisque pendant tout l'épisode, il est face au dilemme du fait qu'il ne peut pas sauver, parce que justement, ils sont dans un point fixe, et Adélaïde et puis tout le monde, ils doivent mourir sur cette planète ce jour-là. Et au final, à la fin, il switch. C'est là qu'il décide que, si, en fait, il peut réécrire les choses s'il veut. Alors, certes, le final fait que, Adélaïde sera quand même morte. Les deux autres, par contre, ne meurent pas. Donc, il a quand même fait il a quand même modifié ce point fixe-là. Et donc, le temps a été réécrit à ce moment-là. Du coup, est-ce que c'est pas ça qui fait que c'est resté sur l'incarnation de Matt Smith ? Non. Je suis en train de réfléchir à ce que tu dis. Quel a été le réalisateur de l'épisode Mars ? Le showrunner, pardon. Le scénariste ? Ouais. Russell T. Davies. Ok. Parce que je me suis dit, c'est peut-être lié au scénariste, mais non, du coup. Donc, Ah non, pardon, ça c'était celui Water of Mars. Oui, le Water of Mars, oui, c'était Russell T. Davies, ouais. Et Phil Ford. Donc c'est peut-être une évolution dans la personnalité du docteur. Donc par rapport à tout ce que t'as dit Mireille et la réponse de Cédric, peut-être qu'au final c'est dans cet épisode qu'il a disjoncté et que depuis il s'autorise quelques souplesses. Après, il faut se dire aussi que effectivement, peut-être que Steven Moffat n'y est pas non plus pour rien, dans le sens où, sachant que les épisodes spéciaux ont été faits dans une période de transition entre en fait c'était le temps que Steven Moffat il choisisse le nouveau docteur, il écrive des scénarios, etc. Il a très bien pu aussi, entre guillemets, dire ce qu'il avait l'intention de faire à Russell T. Davies, parce qu'ils sont pas sans se parler, ils s'entendent tous bien, tous les showrunners qu'il y a eu sur la série s'entendent très bien, donc ils ont très bien pu aussi se parler un petit peu de ce qu'il allait faire, et donc du coup il a peut-être aussi joué là-dessus justement pour créer ce switch-là, on sait pas. Je trouve ça dommage parce que le docteur de Tennant et de Eccleston ne peut pas se croiser lui-même. Celui de Matt Smith le peut, et là t'as une nouvelle saison de Doctor Who où c'est posé à plat, c'est dit clairement par le docteur qui ne peut pas se recroiser lui-même. Mais du coup je trouve ça trop dommage, autant de contradictions sur un point pareil qui est quand même assez important finalement dans l'histoire, quoi. D'autres réactions ? Non, moi j'ai rien à rajouter à ce qui a été dit. Pendant que vous réfléchissez, je vais lancer un extrait. Sortez de chez moi. D'accord, et je vais revenir. Un peu plus tard. Ou un peu plus tôt, peut-être. Qu'est-ce que je disais ? Me revoilà. Qui êtes-vous ? Bonsoir, je suis le docteur. Je suis ta nouvelle babysitter. Où est Madame Mantovani ? Ah, tu ne vas pas le croire, cette bonne vieille Madame Mantovani vient de toucher le gros lot à la loterie. Il n'y a pas de Il loterie. n'y a pas de loterie. Je sais, tu parles d'une chance. Si vous êtes ma babysitter, pourquoi vous entrez par la fenêtre ? Si je sortais par la fenêtre, j'irais dans la mauvaise direction. Un peu de logique, voyons. C'est toujours Madame Mantovani qui s'occupe de moi. Il est temps de changer. Qu'en dites-vous ? Vous voyez ? Le fantôme des Noëls passés. À qui est-ce que vous parlez ? À toi. Bon, votre passé est sur le point de changer, ce qui veut dire que vos souvenirs vont changer aussi. Un peu effrayant, mais vous vous y ferez. Je comprends rien. Oui, ça ne m'étonne pas. Je donnerais cher pour voir la tête que tu fais. Ah, il y a pas mal de choses, moi, qui me viennent... Il y a pas mal de sujets qui me viennent en tête en passant cet extrait-là. Alors déjà, j'ai envie de me tourner vers Bob et de te poser la question de ta réaction à ce moment de l'épisode où il explique clairement de toute façon ce qui va se passer et ce qu'il va faire en fait. J'ai trouvé que c'était super. Je me suis dit, ça c'est du pain béni pour Bob, pour son point pour le fait que le temps c'est un seul et même point. Alors là, du coup, pas vraiment, puisque c'est vrai. Alors donc j'ai jamais compris ta théorie du seul et même point. Non, mais je vais essayer de te l'expliquer, enfin de vous la réexpliquer une énième fois. C'était très vrai avec le paradigme avant le pétage de plomb de Tennant, du docteur de Tennant dans l'épisode Mars dont on a parlé juste avant, puisqu'étant donné que tout était un point fixe et que rien n'était modifiable et qu'en gros il pouvait simplement se déplacer en étant spectateur,
c'est comme si tout avait lieu en même temps, puisque t'as aucune modification, aucune altération possible dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Mais avec une vision où les choses peuvent être modifiées, comme c'est le cas dans cet épisode-là, la théorie ne tient pas du tout. Oh, donc ça a flingué toute ta théorie. Non, pas du tout, puisqu'on est dans Doctor Who, c'est comme ça aujourd'hui, puis ce sera différent demain. Par contre, j'en profite, juste la boutade sur les mecs qui bossent pour... Oh putain, j'oublie tous les noms. C'est quoi le nom déjà du... Kazran Sardik. Voilà, tous les mecs qui bossent pour Kazran avec la petite boutade du doc qui sort ils ont tous démissionné, ils ont tous gagné à la loterie. Mais je sais plus ce qui sort, et puis le gars dit mais il n'y a pas de loterie. Et puis là, t'as le doc qui renchérit une deuxième fois. Oui, c'est ça qui est surprenant, ou non, ou c'est improbable, ou je sais plus le mot qui sort. Mais j'étais plié tu parles devant la d'une télé. Chance. Mais du oui, coup, ça faisait du bien, ces petits moments d'humour. Grave. Et là où j'avais beaucoup de mal au début avec le docteur de Matt Smith qui sautillait un peu de partout, etc. En fait, je suis devenu très très fan de toutes les impertinences qui peut sortir, comme ce qu'il a dit au gamin là. Je suis rentré par la fenêtre, je serais sorti par la fenêtre, ça aurait été beaucoup moins logique. Mais tu vois, toutes ces impertinences là, je trouve que c'est pépite quoi. Mais en vrai, c'est un gamin. Enfin, moi, en fait, c'est ça que je trouve génial sur cet épisode-là. T'as l'impression qu'en fait, il s'émerveille autant que le gamin qu'il rencontre. Enfin, c'est comme s'il se mettait un peu au niveau. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve. Enfin, même limite, le gamin, il faisait plus mature que le docteur. Et c'est ça que je trouvais ça génial. Comme le passage où il raconte l'histoire... alors, je sais pas si t'as apprécié, Mireille, mais l'histoire sur les araignées à tête de bébé dans le placard. C'est juste après ce passage-là. Enfin, moi, mais en fait, il m'éclate, en fait, parce que c'est une pile électrique. Il va dans tous les sens, mais comme un gamin, en fait. Et je trouve ça génial et rafraîchissant, moi, je trouve. Une chance qu'il était là pour apporter un peu de légèreté, parce que ça aurait été un petit peu difficile quand même. Bah, c'était difficile tout court. Hein. Mais c'est... Mon Pierre, quand même. Il y a des trucs à sauver dans cet épisode. Et t'es pas nul Pierre, de A à Z. Qu'est-ce que tu sauverais ? Les requins. Non, bah les moments où il y a de la... Je l'ai dit chance que c'était les moments où il y a de la musique, ou le moment musique est où très belle. Abigail chante pour calmer le requin. C'est pas crédible, mais ça faisait du bien dans l'épisode, un peu de pause. Les musiques sont très belles. Oui. Les effets spéciaux, ils sont bien. Oui. Au-delà des effets spéciaux, vous avez pensé quoi de tout ce qui était images, décors, scènes ? Bah, que c'était bien fait. On voit que, comparé aux premières saisons, il y a de l'amélioration, et c'est normal, puisque entre la première saison qu'on a regardée, c'est qu'on est en train de regarder, il y a 5-6 ans, du coup, qui sont passés. Donc les techniques ont évolué, et ça se voit, et c'est plaisant. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai trouvé, c'était assez intéressant cet esprit et cette magie de Noël qui a bien imprégné l'épisode, tout en étant dans un décor avec une lumière froide, bleue, assez constante. Enfin, j'ai trouvé que l'ambiance musicale des acteurs, etc., tranchait vachement avec l'ambiance visuelle. Et c'était un contraste assez intéressant. Pour revenir à ce que tu disais sur le contraste, je trouve qu'il se voit énormément au moment du vaisseau, au moment où il échange avec Amy et qu'elle l'amène sur le vaisseau. Est-ce que vous voyez ce passage encore ? Est-ce que vous l'avez un peu en tête ? En fait, on voit qu'effectivement, tout est clair dans le vaisseau et il y a juste Kazran qui est au final qui est super sombre. Et voilà, je trouve que c'est assez flagrant sur ce passage-là. C'est vrai. C'est intéressant de voir... Enfin, je pense que c'est peut-être aussi un effet visuel pour accentuer l'impression... Enfin, pas forcément l'impression, mais il faut qu'on réalise à quel point c'est la misère sur la planète de Kazran. Et du coup, c'est la misère, sauf pour lui, évidemment. Mais voilà, à quel point, tu sais, les gens sont malheureux, lui, il est malheureux et tout. Et genre, faut qu'on le voie, et ils sont passés par l'esthétique pour montrer ça, quoi. Bah, en vrai, la richesse du personnage, je trouve qu'elle se voit pas. Hein. Elle se voit dans quoi ? Elle se voit dans la maison qu'il a, dans le fait qu'il a des employés.
En dehors de ça, enfin voilà quoi, la pièce est vide. Il a que 2 pauvres fauteuils. Ouais, mais il a une machine hyper, méga, ultra sophistiquée. Et ça, Ouais, mais qu'il a fabriqué. Enfin, que son père oui, a mais fabriqué. les pièces pour le fabriquer, à mon avis... Oui, c'est sûr. Mais je trouve que du coup, c'est pas flagrant qu'il est riche. Enfin, tu le vois, Alors effectivement, est-ce que c'est un moyen d'illustrer sa pauvreté autre ? Je sais pas. Puis après, tu le vois aussi parce que quand on va dans la salle des coffres, entre guillemets, on voit qu'il y a plein de personnes qui sont retenues. Et donc, ça veut dire que la famille, elle a donné plein d'argent à ces personnes-là pour ensuite le récupérer avec des intérêts, j'imagine, pour qu'ils puissent récupérer le membre de la famille qu'ils ont laissé en caution. Est-ce qu'on peut m'expliquer d'ailleurs cette première scène, parce que j'avais compris comme ça Eden au début, et puis quand on voit derrière qu'en réalité dis donc, j'ai vraiment du mal avec le nom des personnages. Abigail était dans un frigo pour entre guillemets être conservé et pas que sa maladie évolue. Est-ce qu'au final, les gens qui sont là, c'est pas justement en attente d'un traitement ou autre, tu vois ? Et je savais plus trop comment me positionner à la fin. Ou alors, est-ce qu'au contraire, elle s'est pas entre guillemets bingo. Sacrifiée. Pourquoi le bingo ? Entre guillemets. En même temps, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'au bout d'un moment, faut bien que je le balance. B-I-N-G-O, oui, son nom était bingo. Est-ce qu'elle s'est pas sacrifiée parce que justement, elle avait plus beaucoup de temps à vivre ? Moi, je l'ai compris comme ça. C'est peut-être juste sa sœur qui est particulièrement mesquine et qui a su que c'était elle la défectueuse de la famille et qui l'a donnée en caution du coup. Adèle, sort de ce corps. Horrible. Ok. Je t'ai choqué, ça me plaît en tout cas. T'as dit quoi ? J'ai dit que la version de la dernière information d'Eden me plaît plutôt bien, ça recolle un peu tous les wagons. Ouais. C'est Mireille qui... Ok. Non, enfin, je parlais pas de l'élan de méchanceté de Mireille, hein, je parlais vraiment de l'explication du fait qu'elle s'était sacrifiée pour avoir de la... D'accord, merci. Du coup, au final, on s'est éloigné de ma question de base que je t'avais posée, Bob, et au final, j'ai pas eu le temps de la poser aux autres. Est-ce qu'il y a au moins un moment où vous vous êtes dit, ce petit passage où le docteur, il a clairement expliqué ce qu'il allait faire, qu'il y aurait le fantôme des Noëls passés, etc. Est-ce que, quand il a lancé ça, est-ce que pour vous c'était de bon augure ? Est-ce que ça vous intéressait ? Est-ce que vous trouviez ça chouette ? Parce que c'est pareil, on peut aussi se poser la question de comment vous avez vu l'épisode évoluer, par exemple, le tableau qui change au fur et à mesure selon... Alors... Ah, vas-y Mireille. Alors, on a l'impression que tu te retrousses les manches et que tu as plein de choses à dire. On t'écoute. Ah, clairement, je vais mettre les mains dans le cambouis, là. Non, mais vraiment, alors ça, vraiment, encore une fois, le traitement du temps dans cet épisode, j'ai pas compris. Pour moi, si vous me dites si je me trompe, là, je suis dans ma vie, et puis il y a le docteur, il arrive et il intervient dans mon enfance. Du coup, ça a réécrit toute mon histoire et je suis censée m'en souvenir une fois adulte. Donc je trouve pas ça logique que Kazran n'ait aucun souvenir du docteur jusqu'au moment où le docteur apparaît dans son enfance et que du coup Kazran découvre en même temps que le lui enfance qu'ils vont faire et quand il se retourne il est surpris de voir le tableau d'Abigail alors que logiquement c'est lui qui a demandé ce tableau et qui l'a fait installer là. Donc ça n'a aucun sens. Et qui devrait même y être depuis le début du coup. Bah oui, du coup. C'est trop bizarre. Bah non, pas depuis le début puisqu'après il le rechange. Moi, je trouve que c'est brillant parce que ça te met en plein dans le paradoxe du grand-père, ce que tu décris, Mireille. C'est quoi le paradoxe du grand-père ? Est-ce que si tu tues ton grand-père, est-ce que tu meurs ? Exactement. En fait, si tu remontes dans le passé, que tu tues ton grand-père, du coup, vu qu'il a jamais existé, il peut pas avoir de descendance, du coup, toi, tu n'existes pas, tu peux pas remonter dans le passé, tu peux pas le tuer, etc. Et en fait, t'es dans une boucle infernale. Certes. Donc...
tu peux considérer que c'est une facilité scénaristique. T'as vu, j'ai été au taquet sur celui-là. En même temps, tu t'y attendais, je pense. Je suis sur la bonne fenêtre, du coup. C'est plus ça, en fait. Quand je suis pas sur la bonne fenêtre pour appuyer, forcément, ça met le temps. En parlant de paradoxe temporel, moi, un truc qui m'a un peu perdu, c'est au niveau de la famille d'Abigail, justement. Quand ils faisaient les... entre le moment où ils sont venus la réclamer et où le docteur arrive, et le moment où, avec Kazran, il ramène Abigail pour manger le soir de Noël dans sa famille, j'ai pas connecté mes neurones, ils ont pas réussi à recaler qui était qui. Parce que effectivement, il se passe énormément d'années du coup entre les deux. Donc on en vient à se demander que c'est juste pas possible que la famille soit exactement quasiment la même. Et parce que là, c'est presque ce qu'on a l'impression. Le mari de sa sœur, il a changé quand même. Mais je crois pas que ce soit son mari. Ah. En fait, je pense, parce que j'ai réfléchi, parce qu'effectivement, moi, ça me perturbait aussi. Je me suis dit, mais merde, attends, mais au final, c'était qui ? Et au final, je me demande s'il y a sa sœur, effectivement, mais je me demande si celui qu'on pouvait penser que c'était son mari au début ne serait pas son fils, à qui le docteur, il fait les tours de cartes. Et donc, du coup, les gamins seraient les enfants de son fils, donc les petits-enfants de sa sœur, au final. Oh là là. Wow. Oh là 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 là. Putain. Et c'est moi qui vous perds avec les théories temporelles ? En fait, il y a au début, la première scène, il y a 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Effectivement, on est tenté de penser que c'est une femme, son mari et leurs 2 enfants. Ils viennent pour pouvoir voir la sœur de la femme. Mais ça, c'est jamais dit, à aucun moment. Sur la fiche du casting, moi, pour les persos, j'ai pris ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. On a donc Isabella et Isabella Âgé, donc ça doit être sa sœur. Oui. On a Benjamin Âgé qui est incarné par quelqu'un, et après ils m'ont mis Garçon et Benjamin. Voilà. Je comprends pas. Du coup, je pense que donc... En fait, donc la première scène, on voit ces 4 personnes qu'on a tendance à penser que c'est une seule et même famille, entre guillemets. Bon, ça reste une seule et même famille, mais je veux dire juste 2 générations, les parents et leurs enfants. Et après, on voit quand ils vont faire le repas de Noël, il me semble qu'ils sont 3 dans la famille. Il y a la sœur, le mari de la sœur et un enfant, à qui le docteur fait... Ils sont plus, non ? Je sais plus s'ils sont 3 ou 4. Dans tous les cas, donc il y a un garçon à qui il fait son tour de carte, le docteur. Et donc, au final, après réflexion, et donc c'est effectivement ce qu'a l'air de dire le casting, je pense que donc dans la première scène, la femme, c'est la sœur d'Abigail. L'homme, c'est le fils de sa sœur. Donc... Mais non, mais il a l'air d'être aussi vieux qu'elle. Moi, je sais pas. Parce que vu qu'après, ça te dit Benjamin Âgé. Puis, le gars qui doit jouer aussi le garçon, donc son fils à lui. C'est pour ça qu'il est peut-être même joué par le même acteur qui joue lui quand il est petit. Il joue, en fait, c'est son fils à lui, du coup. Et donc, le petit-fils de la sœur d'Abigail. Tu sais quoi, je te valide cette idée, comme ça au moins ça me permet de voir un peu plus clair. Ça, j'arrête de me prendre la tête. Mais honnêtement, parce que moi aussi, je me suis posé la question, et moi après, c'est la seule explication. Voilà, parce que je trouve qu'il y a... Alors effectivement, elle fait pas super vieille, ils lui ont mis un foulard, etc., pour cacher ses cheveux, éventuellement... Mais après, elle fait quand même plus jeune au moment du repas du réveillon, non ? Quand vous me répondez plus comme ça, j'ai l'impression que vous abandonnez. Ouais, bon, allez, vas-y, il a raison de toute façon. Mais du coup, je me permets juste, puisque vous parlez de la scène d'ouverture avec la famille, vous parlez de la scène d'ouverture avec la famille qui essaye de récupérer Abigail. Déjà là, Kazran, il est pas chaud pour qu'il la récupère. Et genre, tu devines il un est peu pas qu'il y a chaud un alors attachement. qu'il fait la même vanne sur Abigail. T'as pas honte ? Oh
Putain, j'ai même pas capté. Elle a pas l'air très chaude. Bon, il dit ça, le bâtard. C'est salaud. Vas-y, pardon. Bon, disons qu'il n'a pas la volonté de la laisser partir. Oui. Et du coup, moi, je vois ça, je me dis, il y a Anguille sous roche. Baleine sous gravillon. Il y a une histoire, exactement, baleine sous gravillon. Il y a un bail, quoi. Et donc, l'épisode me donne raison. Mais encore une fois, il s'est déjà passé quelque chose grâce au docteur, mais Kazran ne se souvient pas du docteur. Enfin, encore une fois, c'est pas logique. Ah, je te déteste, Mireille. Je te déteste parce que ce que tu viens de dire vient de péter dans mon cerveau et du coup, t'as flingué l'épisode dans ma tête. Il me semble. En fait, Mireille a raison. Pourquoi ? Il veut probablement pas délivrer Abigail parce qu'il sait qu'elle est condamnée et que s'il la délivre, bah en gros, c'est terminé. Sauf que pour avoir conscience de ça, il faut que le docteur soit déjà intervenu. Sauf qu'il en a pas le souvenir puisque les souvenirs réapparaissent quand le docteur fait l'action. Donc c'est complètement éclaté le truc. Eh ben je suis désolé parce que je vais vous flinguer votre truc. Mais pour moi, dans la première scène, il veut pas libérer Abigail parce que c'est juste un gros bip bip. Et après, il veut pas la libérer plus tard parce qu'il a appris à la connaître et qu'il est tombé amoureux et qu'il veut pas qu'elle vive... Et qu'il lui reste qu'un jour à vivre et qu'il est égoïste et qu'il veut la garder. Merci Eden, t'as sauvé l'épisode et je vais m'accrocher à cette version. Mais je peux même t'expliquer pourquoi c'est vrai, puisque je vais vous remontrer la capture. Non, je m'en fous, je crois Eden sur parole. De cette scène. Eh ben oui, mais au moins des fois, tu sais, il faut pas. Au moins pour casser l'argument de Mireille. Voilà, je vous invite donc à regarder cette capture d'écran et vous verrez que le chiffre est bien à 9. Voilà. Et si effectivement le docteur était déjà intervenu, il serait à 1. Voilà. Pas mal. Ouais. Attends, et le nombre de fois où on a vu que les scénaristes de Doctor Who, d'une réunion de travail à l'autre, avaient oublié la fin des scénarios ou des morceaux de scénarios ou des faux raccords ou des trucs comme ça, et ils ont pensé à un truc comme ça, c'est ouf. C'est vrai, hein. Ils se sont dit, putain, c'est retardé si... Dans quelques années, il y aura peut-être un podcast qui va nous allumer à chaque fois qu'il verra un truc, un petit détail. Faut pas qu'on se loupe, les gars. Voilà. Ça passe pour cette fois. Recevable. Est-ce que c'est un mea culpa ? Non. Parce que je te signale que t'as quand même essayé de détruire un truc temporel et ça, crois-moi, je le pardonnerai pas. Tu m'envoies sincèrement désolé. Mais je suis quand même. Mais non, en vrai, sincèrement, j'avais pas vu ça. T'es sûr que c'est un œuf, c'est pas un œuf juste un peu. C'est pas une poussière qu'il y a sur le truc. Tu peux faire une plus grande capture d'écran là pour prouver. Tu peux zoomer. Et en plus, tu vois bien que c'est le début, hein, puisqu'il a encore ses employés avant qu'il gagne au loto qui n'existe pas. Ouais, bon, je te l'accorde. Très bien. Mais cela dit, remarque, la remarque était très très bonne. Je reconnais. J'ai l'impression d'avoir les encouragements du conseil de classe. Merci. Allez. Non mais franchement, merci à Eden et toi-même parce que j'étais vraiment... Ce qu'a dit Mireille et le moment où j'ai disjoncté dans ma tête, ça m'a vraiment bousillé l'épisode l'espace de quelques instants. Ah, tu vois. Sacré ascenseur émotionnel du coup. Ah ouais. C'était le Hollywood Tower Hotel là. Allez, je passe un nouvel extrait. C'était le meilleur réveillon de ma vie. Ah, jusqu'au prochain. J'ai déjà hâte d'y être. Je voudrais dire bonsoir à Kazran. Oui, je vous en prie. Vous pouvez y aller. Oui, bien sûr. Désolé, je vais y aller. Bonne nuit et bonne chance. Bonne nuit. Bonne nuit. Pardon. Docteur, je crois qu'elle a l'intention de m'embrasser. Oui, je crois que tu as vu juste. Oh. J'ai encore jamais embrassé personne jusqu'à présent. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, essaye d'être nerveux et empoté et un peu gauche. Pourquoi? Parce que tu le seras de toute façon. Alors fais comme si c'était prévu, ça te paraîtra plus naturel. Maintenant, file. Quoi? Là, comme ça, je l'embrasse maintenant? Fais-moi confiance, c'est maintenant où tu te retrouveras dans ta chambre à inventer un nouveau tournevis. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi à présent. Vas-y, allez. J'aime beaucoup ce passage. Ah, j'ai tellement rigolé quand je l'ai vu.
Et moi, je trouve ça marrant parce qu'au final, on suit l'évolution d'un personnage, donc celui de Kazran. Et moi, sur cette scène-là, je le trouve mignon, en fait. Je trouve ça marrant de voir parce que au début, on a un peu, pendant les premiers Noël, on voit un peu un gamin un peu méfiant. Il y a même un moment où on le voit en pleine puberté. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ce passage-là. En pleine puberté où limite il a honte en fait. Il cache son visage devant Abigail. Et du coup, c'est marrant de voir cette évolution. Et je trouve que cette scène, elle est en fait, je trouve qu'elle montre particulièrement justement la gentillesse qu'il peut avoir le personnage. Enfin, la gentillesse, la naïveté en même temps, l'innocence, peut-être. L'innocence. Voilà. Qu'est-ce que cette scène vous a inspiré à vous ? Après, on va pouvoir parler d'Abigail aussi. Je trouvais que on voyait le changement entre le Kazran, du coup, adulte qu'on avait vu au début, et le Kazran ado, jeune adulte, qui a, du coup, grâce au docteur, eu des trucs un peu sympas. Et on voit le changement de caractère, et c'est assez chouette. Un peu comme si le doc avait planté des petites graines de joyeuseté ou de bonheur et qui ont pu se développer. Bah, il y a un passage où justement, alors ça, je crois que c'est sur, c'est sur ce Noël-là, je crois. Hein, oui, c'est sur ce Noël-là. Là, c'est quand ils reviennent de chez sa sœur, justement. Bah, elle explique en fait justement sa sœur que le reste de l'année, quand elle le croise, il a pas d'amis en fait. Il est toujours tout seul. Et au final, on se rend compte que ça se trouve, au final, les seuls amis qu'il avait, c'était Abigail et même le docteur, finalement. Bah oui, ça se demandait, en fait, parce que est-ce que c'est son père qui fait en sorte qu'il a pas d'amis ? Est-ce que c'est lui qui est trop timide, qui est trop dans son, entre guillemets, monde, ou trop perverti par son père pour aller voir les autres ? Parce que c'est vrai que c'est le docteur, en fait, qui l'amène voir... qui déclenche un peu tout ça en faisant la première sortie d'Abigail. Ça m'étonne pas vu le caractère du gars en grandissant qu'il ait pas d'amis. Oh, je suis cruelle ce soir, vraiment. Faut que je me calme. Hein. C'est parce que t'as été frustrée de pas réussir à faire une voix douce sur ton résumé. Je suis passée d'une tentative de douceur à la tristesse, puis finalement pour me rabattre sur la colère. Je l'ai dit dans l'intro que cet épisode nous fait passer par toutes les émotions. Je suis aigrie. Bob, t'allais dire un truc au début, quand Eden a pris la parole. Ouais, j'allais dire que j'ai pas tout à fait compris pourquoi il n'allait la voir qu'à Noël. Et ça, c'est parce que sinon elle serait morte en une semaine. C'est des bons scénarios. Non, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe à ce moment-là. S'il a déjà conscience que le nombre de jours, le nombre qui apparaît sur le compteur, sur les frigos, correspond au nombre de jours restant à vivre des gens, ça veut dire qu'il avait de toute façon conscience d'entrée de jeu, avant qu'elle lui dise qu'elle était malade, qu'il lui restait plus qu'une journée à vivre derrière. Donc je trouve que ça tient pas cet argument. Ça, clairement, je pense qu'il ne le sait pas. Mais effectivement, ouais, il le sait pas. À un moment, oui, je me suis aussi posé la question mais pourquoi il attend que le docteur soit là pour aller la voir ? Parce que c'est super cruel au final. Mais est-ce que c'est... Ah oui, non. Parce que j'allais dire, l'objectif du docteur, c'est d'y aller à Noël pour donner des bons souvenirs de Noël au petit pour que le vieux devienne gentil. Mais c'est vrai, pourquoi le petit n'a pas le réflexe de libérer Abigail plus tôt ? Ouais, c'est vrai. Des avis ? Nope, pas de réponse à cette question. C'est une question qui sera en suspens et à noter cette fois pour Moffat. Ma théorie, voilà, ça ne reste qu'une théorie. Pour moi, c'est que il ose juste pas y aller à cause de son père, qui est violent. Et peut-être qu'il se sent plus protégé avec le docteur, voire même que peut-être que le docteur, à ce moment-là, il arrive à éloigner son père. Genre, je sais pas, il lui fait faire des soirées ou j'en sais rien. Il le fait gagner au loto juste pour la soirée. J'en sais rien. C'est la petite théorie que j'ai, parce que c'est la seule explication que je vois. Parce que sinon, effectivement, il n'y a aucune logique sur le fait que pourquoi... Surtout parce que, encore, les premières années, effectivement, il n'y a pas le petit attachement affectif. Et peut-être que, justement, il voit plus ça comme... c'est fun de l'avoir une fois par an. Alors que la dernière année, après ce Noël-là, justement,
et avant qu'il apprenne qu'elle est malade, puisque au final, c'est elle qui lui apprend. Du coup, il aurait très bien pu la décongeler avant, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas juste après le premier bisou. Bon, allez, on se revoit dans un an. Ouais, t'as raison, ouais. On les connaît, les ados. Hein. Mais alors, d'ailleurs, en parlant de ça, vous donnez quel âge au petit Kazran, celui qu'on voit, il a quel âge quand on le voit en premier? Est-ce qu'on le sait? Entre 7 et 10 ans, non? Je dirais. Je sais pas si on le sait. Parce que je trouve qu'il y a un problème de concordance de temporalité, encore une fois. Effectivement, moi je partais du principe qu'il devait avoir peut-être 7-8 ans. Du coup, ça veut dire qu'ils ont fait 8 Noël grand max. Et pourtant, il est quand même adulte. Enfin, pour moi, il est genre adulte, genre au moins majeur, quand Abigail lui confie du coup l'histoire du compte à rebours et tout. Donc ça veut dire que c'est genre un bon 10 ans plus tard. Mais si on se fie aux chiffres de sa cellule, il y a que 7 ans qui se sont écoulés. Du coup, je trouve pas ça cohérent. Mireille a été illuminée d'une mission ce soir, celle de nous bousiller l'épisode d'un point de vue temporel. Je suis choquée de ma pertinence. Hein. Elle a décidé d'être cartésienne. Je veux des explications. J'ai rien compris, mais je fais quand même genre. Cédric, t'as moyen de désamorcer l'argument très terre-à-terre qu'a mis sur la table Mireille ou pas? Mais oui, il va nous sortir un screen qui va prouver que j'ai tort. Mais non, on connaît pas son âge. Après, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est qu'il a moins de 10 ans. Déjà 17, 18. Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça... Non, là, je suis d'accord qu'il y a quand même un... Parce qu'on le sait nulle part, hein, parce qu'admettons, il en a 12. Ça se trouve, il a 12 ans. Bah là, si on va jusqu'à 8 ans, forcément, le bisou, c'est à 18, voire 19, et puis voilà, quoi. Alors, j'ai peut-être une réponse sur son âge. Oui, dis-nous. D'après le fandom Doctor Who, dans la ligne temporelle originale, quand il est avec sa babysitter, il a 11 ans. D'accord. Et dans la ligne temporelle alternative, Kazran rencontre le docteur à l'âge de 12 ans. 12 ans. Ils attirent un poisson et après t'as la suite. D'accord. Mais je vais voir s'il y a d'autres âges qui sont mentionnés. Mais en tout cas, il a 12 ans au début. Quand il rencontre le docteur, il a 12 ans. Ok. Sachant que l'acteur, il est né en 95. Je sais pas quand est-ce qu'il a été tourné l'épisode. Comme moi. Il avait au moins 15 ans. Il avait au moins 15 ans, ouais. Donc du coup... Alors diffusé en 2010, donc peut-être tourné en 2009. Mais... Ouais, c'est ça. Donc soit il avait 14 ou 15 ans. Donc du coup, si on se base sur son âge à lui, enfin voilà, tout ce qui se passe est légal déjà. Mais surtout, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est pas précisé. Voilà. Bon, maintenant que ce point-là est désamorcé, parce que j'en ai pas fini avec ça. Non, par contre, je vais continuer à lire le truc parce que ça m'explique l'épisode et ça me permet de le comprendre. Donc je vous laisse parler puis je reviens dans 10 minutes le temps d'avoir compris l'épisode. Tu nous feras un résumé. Sinon il fallait que Dora te fasse un résumé comme pour l'épisode final. Il y avait pas de post-it, c'était pas possible. Il y a pas de post-it. Mireille, donc tu avais autre chose. Round 3. Alors là, pour le coup, je me base pas sur une potentielle incohérence ou autre, mais c'est juste qu'il y a une mécanique, un truc que je déteste dans les histoires de temps ou dans les histoires d'immortalité, etc. C'est quand le personnage qui a une longue vie ou qui s'arrête dans le temps, comme c'est le cas d'Abigail qui est congelée la majorité de l'année, rencontre un personnage enfant et le pécho 10 ans après. Ah. Ça, mais j'ai horreur de ça, je trouve ça dégueulasse. Et genre là, comme dans toutes les histoires, ils essaient de rendre ça mignon, mais moi j'arrive pas à oublier qu'elle l'a connu tout petit, elle l'a connu enfant, quoi. Enfin, je sais pas, je suis la seule que ça choque. Non, ça m'a fait penser à Star Wars, moi, aussi. Ah, Anakin et Padmé. Déjà à l'époque, je trouvais ça trop chelou, mais là, je me suis fait la réflexion de, non, c'est un petit peu bizarre, j'aime pas trop. Bah, surtout qu'après, quand on y réfléchit, au final, elle tombe amoureuse du gars en 8 jours, quoi. Enfin, même pas, du coup, 6 jours, puisqu'elle veut l'embrasser le 6e jour. Très bien.
Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Abigail, quand même, en dehors de ça, du coup ? Je me rappelle, je suis désolé, en pensant à Abigail, je repense à autre chose. On aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que j'ai trouvé la séquence drôle, la séquence du docteur et de Marilyn. Du coup, je pense, on est bien, c'est ça, hein, on est bien dans les années 1950, grosso modo, non ? Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Enfin, après, on sait pas, eux, sur quelle temporalité ils sont. Mais en tout cas, quand ils vont sur Terre, c'est dans les années 50-60, quoi. Je crois que c'est écrit en plus, à un moment, on voit sur une photo, je me demande s'il n'y a pas écrit la date, Chicago, et puis une date en dessous. Au dos, quand tu regardes les photos, au dos. Oui. Je vais essayer de voir si je la retrouve. Il y a une année, ouais. Bah non, du coup, j'ai pas la date. Enfin, je vois pas le moment. En tout cas, c'est impossible. Enfin, j'arrive pas à le trouver tout de suite, quoi. En tout cas, sur la fiche Wikipédia de Marilyn Monroe, dans les époux, il y a Arthur Miller, il y a Joe DiMaggio, il y a James Doherty, mais il n'y a pas le docteur. Voilà. Je suis sûr qu'au final, c'était une grosse vanne sur le sujet pour dire qu'elle avait tendance à se marier un peu trop facilement, quoi. Non ? Qui ça, Marilyn ? Bah, mais évidemment que c'est une grosse blague par rapport à ça. Elle a eu 4 ou 5 maris. Bah, 3 au moins. Alors, elle avait personne entre 46 et 54. Du coup, ça doit être vers 50-52, quoi. Ça m'étonnerait pas. Du coup, au final, on s'est un peu éloigné du sujet qui était à la base... C'était à la base pour parler d'Abigail. Moi, une question quand même qui me taraude un petit peu, c'est pourquoi au final elle attend aussi longtemps pour le dire qu'elle est malade. Enfin voilà, mais parce que à la fin justement, elle reproche à Kazran Sardik d'avoir un peu compté ses jours à elle comme un vieux gripsou. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait en fait ? Elle aurait très bien pu dire elle aussi, ouais non mais me décongelez pas trop souvent quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah parce que quand au début elle était à 9 jours, bah elle s'est quand même dit qu'elle avait envie d'en profiter un peu. Et puis si elle lui avait dit dès le début, dès le premier, bah en fait tu vois le chiffre qui est là, c'est le nombre de jours ou le nombre de fois où on va pouvoir se voir. Bah peut-être que dès le début en fait il aurait arrêté de réouvrir le sas. Et que dans ce cas-là, elle aurait eu encore moins de jours à profiter. Elle a dit c'est beau, elle a vu que des Noëls. Oui. Alors, du coup, ça me fait une super transition, Pierre, ce que tu me dis pour le dernier extrait. C'est Abigail ? Je ne l'aurais jamais rencontrée si le docteur n'avait pas changé le cours de ma vie pour satisfaire ses besoins. C'est une bonne chose, non ? Non. Pourquoi elle est là ? Vous pouviez la faire sortir quand vous vouliez. Oh oui. Quand je le voulais, n'importe quand. Je n'avais qu'à choisir. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? Voilà ce que le docteur m'a fait. Abigail était malade quand elle a été congelée. Elle était mourante. J'imagine que son séjour dans la glace lui a été bénéfique. Mais elle a épuisé le temps qui lui restait. En passant toutes ces veilles de Noël avec moi. Je pourrais la libérer quand j'en ai envie. Mais elle ne pourrait vivre qu'une seule journée. Alors dites-moi, fantôme des Noëls présents, comment je peux choisir quelle journée ? J'aime beaucoup quand même, alors quoi qu'on ait pu en dire juste avant, j'aime beaucoup quand même ce passage-là où justement on se rend compte, il explique un peu quand même ce qui au final, en fait, le docteur a voulu le rendre plus heureux en lui faisant avoir des amis, connaître l'amour, etc. Mais au final, c'est devenu un peu un cadeau empoisonné, si je puis dire, puisque du coup, là maintenant, il se retrouve carrément aigri, etc. Mais du coup, j'aime bien ce passage où il explique au final, parce que au final, c'est une torture, quoi. Tu sais que tu vas libérer quelqu'un pour 24 heures. Et que c'est ses derniers jours. Quel jour tu choisis ? Que c'est son dernier jour, ouais. C'est horrible. Alors, c'est horrible, mais
Elle a encore tout déboîté. J'aime bien le Round alors, four. c'est la deuxième fois que tu fais un alors qui pour moi franchement je t'imagine en train de te retrousser tes manches à chaque fois quoi. Vas-y. C'est juste que, enfin, du coup, oui, il fait le deuil d'un amour, d'une personne qu'il a beaucoup aimé, blablabli, blablabla. Ça n'excuse absolument en rien la cruauté dont il fait preuve, je pense, tout au long de sa vie, ou en tout cas tout au long de sa vieillesse, envers les gens, à les utiliser, enfin à les considérer comme du bétail. Je crois qu'il dit même, lui, que les gens sont du bétail. Je crois que c'est son père qui lui dit. Ouais, mais il le redit pas à un majordome à un moment. Je suis pas sûr qu'ils le redisent. Hein. Bah, enfin, après, en tout cas, même s'il le dit pas, il le considère clairement comme tel. Et un amour déçu ou déchu n'excuse absolument pas pour moi ce genre de comportement. Même, il a pas eu une enfance facile, son père a été violent et tout ça, ok, mais il brise pas le cercle. Ça n'excuse pas non plus, mais c'est vrai qu'après, on voit quand même qu'il y a plusieurs passages où il est quand même torturé, quoi. Justement, on voit qu'il hésite à rappeler le docteur et tout. Voilà, il se trouve enfermé dans un... Parce qu'au final, parce que lui, il est au courant, il le sait. Il sait que il peut pas compter sur son père. Je pense qu'il est un peu... Voilà, parce qu'au bout d'un moment, moi, la question que j'en suis à me poser, c'est qu'il le sait depuis plusieurs années, près de beaucoup... Je pense qu'il y a plus de 50 ans, peut-être. Et pourquoi, justement, il n'a pas plutôt mis les moyens, ou est-ce qu'il l'a fait et, justement, il n'a pas réussi et ça le met encore plus en colère, mis les moyens pour voir ce qu'elle peut avoir, est-ce qu'elle peut être soignée, est-ce qu'elle peut être... Enfin, voilà, parce que du coup, est-ce que... est-ce qu'il s'est pas vraiment trouvé bloqué par tout ça, finalement, et... Enfin, voilà, quoi, il vit de regrets, d'amertume, et puis, au bout d'un moment, malheureusement... Alors, effectivement... Moi, je voudrais dire trois choses. Pas non plus. Oui. Pour répondre à Mireille, je pense qu'il faut considérer deux choses. La première, c'est que dans la timeline où il n'a pas connu Abigail, c'est juste un connard, je pense, et donc du coup, il est juste cruel, et basta. Peu importe les raisons qui l'ont conduit à ça, je pense que c'est juste ça. Le deuxième point à considérer, c'est quand il a rencontré Abigail à cause du docteur, la souffrance qu'il a, et il l'explique à Rose, my god, à Amy, il la doit au docteur, cette souffrance qui traîne depuis une 50aine d'années environ. Par conséquent, je pense que le fait de pas vouloir sauver le vaisseau, c'est peut-être un moyen de faire payer le docteur. Bah oui, parce que justement, c'est le docteur qui lui demande. Et après, le troisième élément que je voudrais dire, c'est que, une fois de plus, je ne comprends pas la méchanceté du docteur, puisque vu qu'il a le moyen d'aller dans le passé pour, entre guillemets, modifier la vie de Kazran. De Kazran, merci. Pourquoi il prend pas dans le TARDIS le caisson frigorifique avec Abigail dedans pour l'amener au truc avec les sœurs de la miséricorde, la faire soigner et la ramener dans le passé. Tout simplement, tu vois, il y aurait une happy end pour tout le monde. C'est tellement bien vu, ça. Attends, c'est les sœurs de la miséricorde ou les sœurs de... La plénitude. De la plénitude, voilà. C'était quoi la question? Je n'oublierai jamais. Du coup, Mireille, t'as l'air de dire un truc. Ah, ok, il nous dit son troisième point, qui est un très bon point. Ouais. Pour le deuxième point, tu parlais du fait qu'il veut se venger du docteur, que le fait de laisser le vaisseau s'écraser, c'est une manière de faire payer le docteur. Je suis toujours pas d'accord avec si c'est ça, du coup, je suis toujours pas d'accord avec cette manière de fonctionner, parce que ça veut dire qu'il n'a vraiment rien retenu et rien appris de sa relation avec Abigail, qui visiblement est la bonté incarnée. Il lui rend pas du tout hommage, il est pas du tout fidèle à ce qu'elle était, enfin ce qu'elle est. Clairement, il piétine la bonté de la femme qui prétend aimer, quoi. Et oui, mais ce n'est qu'un écorché de la vie, Mireille. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a été abîmé, qui est peut-être en deuil? Tu voulais peut-être dire connard plutôt. Mais qui êtes-vous?
Adèle. Non mais vraiment les personnages comme ça, je peux suis pas. choc-barre. Il a. Mais en fait, ça m'énerve parce que c'est un arc un peu de rédemption, oui, mais enfin, il est méchant, il est prêt à tuer des gens, mais regardez, il a été triste dans son enfance et sa femme, elle est pas là. Enfin, non, je suis désolée, il est juste vraiment très très méchant, très cruel. Il a mauvais fond et si toute cette méchanceté venait de son amertume par rapport à sa relation avec Abigail, enfin c'est quelqu'un qui du coup n'a aucun respect pour la personne qu'il a aimée parce qu'elle était super gentille, elle était généreuse et tout, et lui il devient l'exact opposé, donc je sais pas, je trouve pas ça logique. Bah après, quand tu as eu cet exemple que 8 jours dans ta vie et que le reste t'as eu qu'un mauvais exemple, bah son père du coup. Oui, mais à ce moment-là, comment dire, tu mènes pas la vie dure à tout le monde sous prétexte que la personne que finalement tu n'as connue que 8 jours et qui va pas suffisamment t'impacter pour que tu changes complètement, elle va mourir. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si au final il accorde de l'importance à ce qu'est Abigail que quand ça l'arrange. C'est ça, je suis d'accord. Parce que du coup, si elle a pas eu tant que ça d'impact dans sa vie, donc il a pas tant que ça d'amertume du coup, de l'avoir presque perdue. Carrément. Alors du coup, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir sur cet épisode, sachant que, enfin voilà, on n'a pas trop parlé d'Amy Rory, on n'a pas parlé, enfin si on a parlé un peu du docteur quand même, mais enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou on passe aux éléments marquants? Oui. Je veux juste préciser un petit truc quand même. Malgré tout ce que je dis depuis tout à l'heure, je maintiens que l'épisode il n'est pas marquant de ouf, mais ça reste un passe-temps agréable. C'est juste que sur cet épisode-là en particulier, je sais pas pourquoi, j'ai relevé plus d'incohérences et de trucs qui allaient pas que sur les autres épisodes. Mais ça reste quand même un épisode que j'ai apprécié regarder. Je précise quand même parce que c'est vrai que je dis que du négatif depuis tout à l'heure, mais voilà, en soi c'est pas si pire quoi. Pardon, mais des incohérences que pour la plupart nous t'avons déboîtées, hein. Ouais, mais ça reste quand même des incohérences pour moi. Je suis dans ma mauvaise foi jusqu'au bout. Bon, bah du coup, vos éléments marquants. Eden? Moi, la scène qui m'a marqué, c'est la scène vers la toute fin où en fait, t'as le Kazran âgé qui pète un plomb face au docteur et le docteur qui lui dit je vais vous amener maintenant dans le futur. Et après... En fait, tu te rends compte que c'est de Kazran jeune dont il parle qu'il a amené voir Kazran âgé. J'ai beaucoup aimé cette scène. C'est drôle parce que du coup, il s'en souvenait pas. Voilà. Mireille? Mon élément marquant, c'est la scène. C'est une scène vachement de contemplation, je trouve. Quand le docteur voit pour la première fois les petits poissons qui volent autour du lampadaire. J'ai trouvé ça très joli. C'était trop mignon. J'aime beaucoup ce passage-là aussi, le moment où t'as le gars qui lui parle et puis qui lui dit il va y avoir des poissons. La tête qu'il fait à chaque fois en répétant poisson. Des poissons? Il m'éclate en fait ce passage-là. Bob? Moi, c'est la scène tout au début où le vaisseau part un petit peu en sucette et que du coup, j'ai eu l'impression de voir feu cette attraction à Disneyland Paris, Armageddon, les effets spéciaux. Doraline? Moi, je dirais toutes les scènes où le docteur a été un peu en mode what the fuck, et notamment celle dont a parlé Bob tout à l'heure avec Marilyn. Alors, où déjà, ils sont en train de s'embrasser, pas le docteur et Marilyn, mais... oui, Kazran et Abigail. Et où il est vanne sur le fait que j'ai jamais compris pourquoi ça durait aussi longtemps, et quand il y a Marilyn qui l'appelle, qui part, je sais pas, en levant les mains, en faisant une espèce de... Marilyn, prends ton manteau! Voilà, prends ton manteau, ouais, voilà, c'est ça que j'ai cherché, ça m'a fait... Prends ton manteau, on s'en va! Prends ton manteau, on s'en va, ouais. Il a pas dit on s'en va. Mais moi, ça m'a fait marrer, j'ai bien aimé. Pierre? J'avais noté aussi, alors oui, il y a effectivement la scène où il s'est fiancé à Marie, mais j'avais aussi noté le moment où il fait un tour de magie et qui se foire avec les cartes auprès du petit. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Les cartes, à la fin, le moment où il y a l'espèce de pétard là qui doivent se partager et puis oui, c'est ta carte, il me semble. Bah non. D'ailleurs, cette scène ça m'a fait... Alors, je sais plus si t'as déjà mis le bingo Harry Potter, mais de toute façon, oui. je l'avais noté même
sans vouloir lancer le bingo, mais ça m'a fait penser ça m'a fait penser à un réveillon au terrier, en fait, avec la famille Weasley. Oui, c'est vrai, l'ambiance était très ressemblante. Franchement, au début, je m'attendais à voir Arthur, tu vois. Bob, t'as réagi, mais j'ai pas entendu. Oui, positivement à ce qu'a dit Pierre, parce que c'est exactement ça, ouais. Très bien. Vous avez des anecdotes? Il me semble pas qu'on vous en ait piqué. Non. Vous avez vu, hein, comme quoi? J'ai même failli en dire une, mais je l'ai gardée pour les anecdotes. C'est un miracle de l'épisode de Noël. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Du coup, comme je le disais, vous avez été plusieurs à le dire tout à l'heure, et je suis hyper fier de moi de ne pas l'avoir dit pour le garder à la fin. Mais Steven Moffat, il a annoncé avant la diffusion de l'épisode que ce serait pour lui l'épisode le plus noëlesque jusque-là. Ah bah voilà. Et il a dit, je le cite, et c'est pas faux. C'est tous vos films de Noël favoris réunis en un seul épisode d'1 heure avec des monstres, le docteur et même une lune de miel. Ouais, des monstres, c'est abusé, hein, parce que les poissons, enfin voilà quoi, un requin, c'est pas un monstre. Enfin, t'as vu la gueule du Sharknado? Je sais pas. Moi, franchement, je trouve mignon ce côté, le côté poisson dans les nuages. Je continue avec une deuxième, à nouveau Steven Moffat, qui en fait, le requin volant, il a été inspiré par une de ses peurs qu'il avait en étant enfant, et qui a été aggravée par les dents de la mer. On lui souhaite de ne pas avoir vu Sharknado, du coup. Ça aurait été drôle que le tournevis Sonic il fasse ce bruit-là. Du coup, en parlant de requins, les scènes dans lesquelles, la scène dans laquelle les personnages voyagent dans les airs sur le traîneau, et donc tirés par des requins, ont été filmées devant un fond vert. Le traîneau était en fait un pouce-pouce que les membres de l'équipe balançaient d'avant en arrière tandis qu'un ventilateur faisait du vent. J'imagine trop le truc. J'aimerais tellement voir un behind the scene. Et vous êtes sûr que du coup les effets spéciaux étaient géniaux? J'aimerais tellement voir un behind the scene. Mais c'est pas fini, puisque comme il était impossible de filmer sous le pouce-pouce, ils ont fait un modèle miniature du traîneau qui a été utilisé pour les prises de vue du dessous, plutôt que d'utiliser des effets générés par ordinateur qui, je pense, étaient réservés aux requins, du coup. Pas mal. Ça fait vraiment le truc artisanal de ouf. Fait maison. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Je trouve ça génial. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de l'épisode, le docteur il montre une photo de lui-même avec Albert Einstein. Oui, je crois, ouais. On la voit la photo? Oui. Ouais. Ah d'accord, je me souviens pas d'avoir vu la photo. Il en parle même, il dit, vous voyez, dans le fond, c'est Albert Einstein. Ouais. Je me souviens qu'il en parle, mais je me souviens pas qu'on voit la photo. Et il paraît qu'ils l'ont généré avec Photoshop. Non, c'est quand même bien plus intéressant que ça. Matt Smith, il a écrit une fanfiction sur la rencontre du docteur avec Einstein après avoir été choisi pour se préparer pour ce rôle. Ah ouais? Excellent. Fun. C'est marrant, on peut la trouver ça où stylé. On peut la trouver quelque part, cette fanfiction, ou pas? Sur Wattpad. Attends, j'ai pas... De quoi? Sur Wattpad. T'imagines si c'est vrai? au milieu des fanfictions qui te foutent Hermione avec Rogue et puis Bellatrix avec Harry. Je continue? Ouais. Du coup, on en a très peu parlé, mais Katherine Jenkins, donc qui interprète Abigail, c'est une vraie chanteuse professionnelle. Et du coup, la chanson Abigail's Song, elle est incluse dans son propre album qui s'appelle Daydream. D'accord. J'en ai une petite bonus que je viens de tomber dessus et je trouve ça assez ouf qu'il n'y en ait pas eu plus. Mais Michael Gambon, c'était seulement le 2e acteur anobli à apparaître dans la série. Ah ouais? Vous souvenez-vous,
du premier. Putain. J'allais dire Davidou, mais c'est pas Davidou du coup. Non. Bah, et puis je pense qu'il l'était pas à l'époque. Bah, du coup, c'est pas celui qui jouait Dickens ? Non. Ça aurait été drôle. Celui qui joue Barty Croupton senior dans HP. Non. Putain, mais on n'en avait pas parlé en plus quand... Si, on en a C'est parlé. possible, ouais. Mais le deuxième sur toute la série ou uniquement sur la deuxième série ? Je n'ai pas poussé cette possibilité. Je n'ai pas affiné à ce point-là. D'accord. Est-ce que... Non, ça peut pas être c'est pas le grand-père de Donna ? C'est ce que j'allais dire. Non. Bah franchement, je viens juste de la trouver, donc c'est une très... Bah après, je peux vous donner son nom, mais ça va peut-être... Il y en a peut-être, ça va popper directement. Vas-y. L'acteur, c'était Derek Jacobi. Ah ouais ? D'accord. Il était anoblis, monsieur. Bah oui. Le nom me dit quelque chose, mais impossible de remettre dans Doctor Who. Ah mais si, c'est celui que je croyais qui jouait le capitaine du Titanic dans le film, alors que c'était pas lui. C'est celui qui se régénère en maître. Oui, c'est Yana, c'est le premier Yana. Le professeur Yana. Voilà. Ouais, dans la première partie Utopia. Voilà, la première partie de la fin de la saison 3. Avec Chanto. Oui. Oui. Ouais, Derek Jacobi qu'on a pu voir aussi dans Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Bah apparemment, je joue dans Gladiator aussi. Ah ouais. Avant, Dora, que tu donnes ta prochaine anecdote, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont anoblis ? Ils ont juste le titre de sœur ou dame, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dernière catégorie pour faire honneur à Adèle et prépare ton bingo, catégorie météo. Ah, super, parce que maintenant, la catégorie météo fait partie du bingo. Ouais. I-N-G-O, oui, son nom était Bingo. Steven Moffat a écrit le scénario à Los Angeles, où lui, Matt Smith, Karen Gillian et plein d'autres étaient bloqués lors d'une tournée promotionnelle en raison de l'éruption du volcan islandais. Eyjafjallajökull. Merci. Moffat s'est mis au travail sur le scénario malgré un environnement résolument non hivernal et en téléchargeant une playlist des chansons de saison pour l'aider à surmonter le blocage le syndrome de la page blanche. Donc il s'est fait une petite playlist de Noël pour écrire son petit épisode. D'accord. Comme dehors, il y avait un énorme nuage de cendres. Oh, il devait pas être trop bloqué aux États-Unis. Je pense que je crois que les avions volaient pas. Hein. Il n'y avait plus grand-chose qui volait. Hein. Bah, pas... Si, même aux États-Unis. Parce que je pense qu'effectivement, ça bloquait au niveau de Londres. Après. Oui, c'était plus pour l'atterrissage, mais à Londres, ils n'étaient pas non plus... Enfin, aux États-Unis, je veux dire, ils n'étaient pas non plus, je pense, plus bloqués que ça. Peut-être que le vol qu'ils voulaient prendre, c'était pour rentrer au Royaume-Uni et du coup, ça les bloquait. Oui, en tournée promotionnelle, ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas le nuage du volcan qui allait jusqu'aux États-Unis. Non, mais par sécurité... Voilà. Oui. Bah après, oui, ça oui, parce que de toute façon, il y a un point A et un point B. Hein. Si le point B, il n'est pas accessible, ça n'a rien de partir du point A. Effectivement. C'est marrant, ça. Merci bien à vous pour vos anecdotes. Votre état d'esprit pour attaquer cette saison officiellement, du coup, puisque là, on n'est pas vraiment sur l'officiel de la saison. Eden, est-ce que tu as vu le trailer de la saison ? Eh bien, c'est ce que j'allais dire, que je ne crois pas avoir vu de trailer, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais juste que c'est un double épisode, mais c'est tout. Donc, très curieuse. Enfin, le trailer de la... Mais c'était le trailer de la saison, pas de l'épisode. Bah, je même pas vu le trailer de la saison, donc comme ça au moins. Mireille. Et bah même moi j'ai vu le trailer de la saison pour le coup. Ah. Et je l'ai trouvé plutôt alléchant. Il y a l'air... on dirait qu'il se passe pas mal de trucs. Donc pour le coup ça m'a plutôt appâté, on va dire. D'accord. Bob ? Je suis Team Eden, j'ai pas vu le trailer, par contre du coup je suis allé voir Sybille Trelawney qui m'a fait une prophétie, et donc j'annonce a priori Daleks, Cybermen, probablement les patates. Oui, classique. Voilà, donc
Oui, rien de. En même temps, c'était Sibylle Trelawney, Eden. Fallait pas t'attendre à quelque chose Oui, mais en même temps, d'excentrique, c'est dans le contrat. T'es obligé de voir dans la saison les Cybermen et les Daleks, à minima. C'est contractuel. Tout à fait. Du coup, neutre. D'accord. Très bien. Et d'accord, et du coup, c'est là-dessus que se termine notre émission. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera le lancement officiel de la saison 6. Et une fois n'est pas coutume, et comme l'a dit Eden, c'est un double épisode qui attaquera la nouvelle saison. Donc il faut bien regarder les 2 prochains épisodes dans lesquels le docteur Amy et Rory se retrouvent convoqués pour pique-niquer sur une plage. Ça va être sympa. Voilà. La chance. Alors, donc du coup, avant d'attaquer cette nouvelle saison et avant de clôturer complètement l'émission, je tenais à vous informer un petit peu de comment avait été faite cette saison parce qu'elle a été assez particulière en termes de diffusion. Elle a été diffusée en 2 parties. La saison, en fait, il y a eu les 7 premiers épisodes qui ont été diffusés entre le 23 avril et le 4 juin 2011. Et la deuxième partie, donc les derniers épisodes, ont été diffusés entre le 27 août 2011 et le 1er octobre 2011, en fait. Donc il y a eu une pause au moment de l'été. Voilà. Ils ont un peu coupé la saison en 2. Donc du coup, nous, de notre côté, on va faire un peu la même chose. Normalement, en principe, d'ici la fin juin, donc d'ici la fin de notre saison d'enregistrement, on devrait atteindre la fin de la première partie et on pourra reprendre avec la deuxième partie dès le mois de septembre, du coup. Par ailleurs, cette saison n'a que 2 doubles épisodes. Donc, donc ce qui est, il me semble, ça fait 1 de moins que les autres saisons, voire peut-être même 2. Et les 2 doubles épisodes sont seulement sur la première partie. C'est-à-dire que le final ne sera qu'en un seul épisode, pour une fois. Ce qui est bizarre, ceci dit. Et les deux doubles épisodes donc, sont sur la première partie, dont le premier double épisode, comme je viens de le dire, sera les 2 premiers épisodes. Voilà. Un grand merci toujours à nos tipeuses qui nous soutiennent, Rose, Lily, Tiffany et Corsetti Lou. Merci à elles pour leur fidélité et leur soutien. Je vous rappelle le nom de nos 2 autres émissions, Vortex, Au-delà du Retardis et New Tardis Experience. Il y a aussi nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. N'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous envoyer vos avis sur ces réseaux sociaux ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Comme tout créateur de contenu, nous vous invitons aussi à nous laisser vos commentaires et notations sur nos émissions sur les plateformes telles que Spotify. Cela nous fait toujours plaisir, quand c'est positif, évidemment. Mais cela nous aide aussi à être référencés. Voilà. Toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin se trouvent en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Ciao, bonsoir. Salut. Bisous. Les amis, il faut qu'on s'en aille au plus vite. Je viens malencontreusement de me fiancer à Marilyn Monroe. Vous... Comment vous faites pour durer si longtemps? Vous respirez par les oreilles ou quoi? Allô, y a quelqu'un? Allô, faut y aller. Elle a déjà téléphoné pour réserver une chapelle. Une voiture nous attend devant. C'est en train de se passer maintenant. Bon, merci de votre aide. Je vais aller me marier puisque c'est comme ça. Ça vous apprendra. Marilyn, prends ton manteau. S'en va? Tu prends ton manteau, on s'en va. Non. Si, tu prends ton manteau, on s'en va. Pour ton manteau, on s'en va, hein. Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là, hein. Vos gueules, les frères Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis. Arrêtez ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule, là. C'est fini, oui? C'est fini, oui.